Emmanuel Beretta, notre confrère du Point, nous a rejoint. C'est à vous, Emmanuel. Bonjour, Monsieur Land. Bonjour, Olivier. Vous avez fait de la jeunesse le cœur de votre programme. On vous a beaucoup entendu ces derniers temps, mais jamais vraiment rentré dans le détail. Je vous propose d'énumérer quelques-unes des mesures que vous avez mises dans votre programme. Alors, je vois que vous voulez rendre l'école obligatoire à partir de 3 ans, voire 2 ans dans les quartiers difficiles. Vous voulez mettre fin au redoublement, qui est pourtant une pratique très courante. Vous voulez apprendre à lire par petits groupes. Pour toutes ces réformes, finalement, combien d'effectifs, de fonctionnaires? Est-ce qu'on est reparti dans le mammouth, ce qu'il ne faut plus le dégraisser finalement? Moi, j'ai dit qu'il fallait faire des économies. Il y en aura à faire compte tenu de nos déficits. J'ai dit que je n'acceptais pas la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 parce qu'elle a trouvé ses limites, notamment dans l'éducation. Regardez, maintenant c'est Nicolas Sarkozy qui veut annoncer la fin des fermetures de classes. Il est bien tard. En revanche, j'ai précisé, et vous faites bien de rappeler, que je voulais sanctuariser les moyens de l'éducation nationale et redéployer les moyens nécessaires vers le primaire, parce que c'est là que tout se joue. Donc, vous avez raison, préscolarisation, c'est l'école maternelle, et ensuite, renforcement de l'encadrement dans l'école primaire pour que aucun élève, je dis bien aucun élève, puisse sortir de l'école primaire sans avoir le socle de connaissances nécessaire. Aujourd'hui, le budget de l'éducation nationale, c'est 60 milliards. Combien vous en affectez à l'école primaire sur ces 60 milliards? Vous avez déjà une part j'augmente les crédits de l'école primaire plus que le budget du ministère. C'est-à-dire que c'est là que nous devons faire l'effort le plus important. Mais vous faites tout ça à partir des effectifs actuels ou bien vous augmentez le nombre de professeurs? Il y aura une augmentation. Un domaine où il y aura une augmentation, je propose une loi quinquennale, une loi de programmation pour l'école, et notamment pour l'école primaire. Il y a 2 secteurs qui méritent de voir les effectifs renforcés. Je crois que chacun doit en avoir conscience. C'est l'école primaire et l'université. C'est-à-dire là où nous avons les taux d'échec les plus importants. Oui. Alors, je reviens sur l'école et le collège. Se posent quand même de gros problèmes de discipline parce que notre jeunesse a changé, elle est très turbulente. Et j'ai l'impression que vous mettez l'accent sur le fait de professer alors que la plupart des professeurs voudraient simplement se faire entendre de leur classe. Ce problème-là de la discipline, du fait qu'on n'écoute plus le professeur parce qu'on est distrait par plein d'activités aujourd'hui, comment vous le résolvez? C'est pas en mettant plus de professeurs. Non, là, il y a... C'est un problème de société. Oui, on ne peut pas demander d'ailleurs à l'école de tout régler. Donc il y a ce qui relève des parents eux-mêmes, de l'accompagnement scolaire, c'est-à-dire en dehors de la période du temps scolaire. Alors ça n'est pas dans votre programme, mais justement. ça, je le dis aussi, tout ce qui est apprentissage des savoirs au-delà de l'école, par révision, répétition, etc., ce que des familles favorisées peuvent avoir comme solution parallèle, eh bien, il faut l'offrir par des services notamment de collectivités locales qu'il faudra soutenir pour les familles de milieux moins favorisés. Donc je pense qu'il faut un effort qui ne relève pas que de l'État, qui relève de l'ensemble de la société si nous voulons traiter les questions de violence. Pour ce qui relève de la violence elle-même, dans les établissements, vous citiez les collèges, et tout à l'heure on parlait de Sevran ou d'autres quartiers difficiles. Il faut avoir un personnel compétent là-dessus, c'est ce qu'on appelle les assistants d'éducation, voire même un personnel spécialisé pour lutter contre la violence. Et je fais la proposition de sortir les élèves violents des établissements pour les mettre dans d'autres équipements, dans d'autres centres, de façon à ce que, d'abord, ils soient eux-mêmes sauvés de leur déscolarisation ou de leur violence à l'école et qu'ils ne perturbent pas la vie de l'établissement. Est-ce que vous reprenez à votre compte la proposition de Ségolène Royal d'un encadrement militaire pour les plus turbulents? Non, je pense que c'est pas... L'idée d'un encadrement est nécessaire. Militaire, ça donnait le sentiment qu'on allait militariser. Je vois qu'on en fait aussi la remarque pour Sevran. Les militaires doivent être utilisés, peut-être il peut y avoir pour un certain nombre de tâches d'encadrement d'anciens militaires, ça ne me gêne nullement. Il faut prendre les personnes qui correspondent à la fonction exigée. Mais dans ces établissements, il faut surtout des éducateurs. Donc c'est des internats au fond. Oui, bien sûr. Alors, il y a ce qui relève de l'internat lui-même, qu'il faut d'ailleurs développer. Moi, dans mon propre département, je développe beaucoup l'internat. Non pas pour des élèves qui seraient en difficulté ou qui seraient violents, mais parce que c'est une solution lorsque les familles ont des problèmes ou lorsque les familles sont déstructurées, d'avoir pour l'élève une certaine tranquillité. Puis il y a des centres qu'il faut créer, des établissements qu'il faut créer, où c'est des établissements où les élèves sont par définition internes.
4 minutes encore. Hein. Alors, je rebondis cette fois-ci sur les jeunes et Internet. C'est l'outil d'avenir, mais c'est un outil qui permet aussi de voler la propriété d'autres. Est-ce que vous abolirez la loi Hadopi et par quoi la remplacerez-vous? Cette loi qui a mis beaucoup de temps avant d'être votée, tant elle soulevait de légitimes problèmes, souffre d'une application tout à fait discutable. Hein, puisque là encore, même Nicolas Sarkozy, vous voyez, il est dans une phase maintenant à la fin de son mandat où il fait amende honorable, a lui-même convenu que ce dispositif ne marchait pas. Donc moi, ce que je propose, c'est d'en faire la révision, d'en faire l'abrogation sur bon nombre de points et d'avoir un nouveau dispositif. Lequel? Parce que vous avez raison, il y a deux principes qui se font là concurrence. Il y a le principe de la liberté d'accès aux œuvres et puis il y a la rémunération des œuvres. À un moment, on pensait régler le problème par ce qu'on appelait la licence globale. Oui. Bon, je crois que les techniques maintenant ont évolué et on peut avoir une contribution sur notamment les fournisseurs d'accès qui permettrait la rémunération des œuvres. Il y a déjà pas mal de taxes sur les fournisseurs d'accès. Oui. Laquelle? Parce que là, ça serait une nouvelle contribution qu'il faudrait créer. Ah oui, mais je pense que dès lors que les fournisseurs d'accès font quand même beaucoup de bénéfices, il faut essayer d'en saisir une part pour rémunérer les auteurs. Donc vous voulez créer une nouvelle taxe sur les fournisseurs d'accès, en plus de celle qui existe. Il y en a une qui finance France Télévisions, une qui finance le cinéma et l'audiovisuel, une autre encore. Oui, parce que là, il y a quand même une condition qui est la rémunération des œuvres. Les fournisseurs d'accès bénéficient beaucoup de ce qui est la circulation des œuvres. Je reviens au service civique. Est-ce que vous voulez le rendre obligatoire? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de le rendre obligatoire si on veut refaire un creuset national? D'abord, le service civique que Martin Hirsch a créé peine à se développer et pour des raisons budgétaires. Moi, je suis pour d'abord élargir le service civique. Pour le rendre obligatoire, je pense que ça sera une seconde étape. N'allons pas trop vite, parce qu'il faudrait à ce moment-là créer beaucoup de postes pour ces services civiques. Et deuxièmement, il faudrait avoir beaucoup d'encadrement. Donc élargissons, rémunérons ces services civiques et faisons en sorte d'avoir là des besoins qui soient utiles à la population. Peut-être l'emploi, Emmanuel, parce qu'il reste à peine 2 minutes. L'emploi? L'emploi, oui, le contrat de génération. Le contrat de génération. Voilà, le contrat de génération. Moi, ma proposition, elle est très importante là. Et je pense qu'elle permet de réconcilier les générations. Nous avons un problème de petite enfance, vous avez évoqué. Hein, il y a aussi les places qu'il faut ouvrir pour l'ensemble des familles qui n'arrivent pas à garder leurs enfants. Donc pourquoi je fais la priorité sur la jeunesse? De la petite enfance jusqu'à l'entrée dans la vie active, ça doit être notre seule priorité. Faire réussir la génération qui vient. Ça sera notre propre réussite. Et donc, en termes d'emploi, je fais la proposition que l'employeur qui garde le senior jusqu'au moment où il peut partir à la retraite avec une pension à taux plein, et qui en même temps recrute un jeune avant 25 ans, eh bien cet employeur puisse être exonéré de toute cotisation sociale sur les 2 emplois pendant 3 ans. Donc, ce qui permet de transmettre l'expérience du senior vers le jeune, et deuxièmement, de fédérer les générations, puisqu'une mesure jeune ne vient pas finalement disqualifier les plus anciens, et qu'une mesure pour les seniors ne vient pas pénaliser les plus jeunes. Là, on crée une solidarité entre les générations. Le pacte générationnel, voilà la grande idée du prochain mandat du président de la République. Sauf que ce n'est pas les jeunes qui votent. Mais justement, on me dit souvent, on fait cette réflexion, on me dit, mais vous vous adressez aux jeunes, c'est une minorité de la population. Je fais observer d'ailleurs que quand on l'écarte, cette minorité de la population, elle se met dans la rue, regardez ce qui se passe en Espagne, regardez ce qui se passe au Portugal. Attention de ne pas laisser une jeunesse sans perspective. Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que nous sommes unis, là, dans le même pays, génération après génération? Qu'est-ce qui fait que nous portons finalement la même espérance, quels que soient nos milieux sociaux? C'est parce que nous voulons que la génération suivante réussisse mieux que nous. Voilà la belle espérance qu'il faut lever. Merci Emmanuel, on se retrouve tout à l'heure. C'est maintenant la séquence suivante, question de français.